Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Une situation assez explosive sur le terrain avec chaque déplacement qui désormais est compliqué, voire même empêché. Hier, le ministre de la Santé était sur le terrain à Poitiers. Il a été accueilli par des casseroles. Le ministre de la Justice, lui, était dans la Sarthe. Il a été accueilli par des casseroles. Le ministre de l'Éducation était à Lyon. Déplacement très compliqué à chaque étape de son déplacement. Et puis alors un retour quasiment empêché. Pape Ndiaye qui a été contraint de rester cloîtré dans son train à quai parce qu'une foule très en colère l'attendait au bout du quai et l'empêchait de descendre. Il a fini par être littéralement exfiltré. C'est bien ça, Manuel Bompard? C'est les conséquences de la volonté et de l'entêtement du président de la République. Il y a une opposition très forte à la réforme des retraites qui s'est exprimée dans ce pays depuis maintenant plusieurs mois. Elle s'est faite dans des manifestations très larges, calmes, démocratiques. Et aucun des messages qui ont été portés dans ces manifestations ont été entendus. En face, vous avez un président de la République qui a décidé de passer en force en utilisant tous les leviers de la Ve République pour imposer à un peuple qui n'en veut pas cette réforme. Et donc, il est normal que le peuple cherche des moyens pour exprimer sa colère. C'est ce qui fait jusqu'à ce que le président de la République commence à entendre le message et bouge. Et qui t'a bloqué comme ça des ministres dans un train? Je crois que qu'il y ait des rassemblements sur les lieux de présence des ministres, ça participe des moyens démocratiques qui existent pour que les Françaises et les Français puissent exprimer leur colère. Écoutez, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on peut, si vous voulez, jeter pendant des semaines et des semaines des cris d'orfraie en disant « Mon Dieu, il y a des gens qui vont manifester ». Si, j'ai entendu des... Écoutez, j'ai entendu... Ceux qui étaient sur franchement, le j'ai entendu... Attendez, regardez. Donc vous n'allez pas reprocher à ce qu'on entende ces cris, à ce qu'on regarde ces cris, à ce qu'on regarde ces casseroles. C'est pas eux que je m'en prends. Je dis que si on veut sortir de cette situation, il faut proposer une issue qui soit une issue politique, démocratique. Sinon, ça va continuer comme ça pendant des semaines et des semaines. Et on va essayer de comprendre. Mais enfin, moi, je voudrais savoir quel est votre point de vue sur cette situation et si vous trouvez que c'est bien et si vous trouvez qu'il faut que ça continue. Bien sûr. Je parle de cette histoire des casseroles, mais je parle aussi des réactions. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, à propos de ces manifestants, de ceux qui, notamment hier, à plusieurs étapes de la journée de Pape Ndiaye, l'ont attendu avec les casseroles, il dit « Aller de 14h à 17h, en pleine journée, en pleine semaine, attendre un ministre », il sous-entend que c'est pas tout à fait ceux qui travaillent, puisqu'ils ont le temps d'attendre. Il dit, par opposition, qu'il pense, lui, aux Français qui se lèvent le matin et qui vont bosser. Et à propos donc de ceux qui attendent, comme il dit, de 14h à 17h en pleine journée, en pleine semaine, un ministre, il dit qu'il s'agit de militants, de militants syndicaux et d'ultra-gauche, par opposition donc à ceux qui se lèvent le matin pour aller bosser. Si les opposants au passage en force d'Emmanuel Macron sont d'ultra-gauche, j'ai le regret d'informer Monsieur Attal que selon le sondage que vous avez publié ce matin, il y a presque 2/3 des Français qui sont d'ultra-gauche. Donc il faut être un peu sérieux et un peu raisonnable, qui disent que la bataille doit continuer, que la mobilisation doit continuer. Que la réélection d'Emmanuel Macron. Bon, écoutez, il faut être un peu sérieux, un peu raisonnable. Les gens qui manifestent aujourd'hui leur opposition, ils s'amusent pas. Ils auraient mieux à faire que d'aller à l'endroit où le ministre vient pour son déplacement. Gros, mais bien évidemment que c'est une France qui bosse. Il y a les casseroles et puis il y a ceux qui les tiennent. Et ceux qui le tiennent, c'est ceux qui font tourner le pays. C'est ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est ceux qui arrivent à 62 ans et qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont le dos cassé, qui n'ont pas envie de travailler 2 ans de plus parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. C'est parfois des jeunes qui ont vu leurs parents arriver à 62 ans et pas pouvoir travailler 2 ans de plus, qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Faut pas mépriser les gens comme ça tout le temps, parce qu'à la fin, ça crée encore plus de colère. Donc, à un moment, il faut être raisonnable. Il y a une opposition qui est très forte dans ce pays à cette réforme. Il faut l'entendre. Et l'entendre, ça veut dire proposer une issue démocratique. La légitimité politique, c'est pas une formalité administrative. Elle est consentie. C'est-à-dire qu'il y a des élections. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie sociale. Et qu'on dit, bon, c'est pas mon point de vue, mais comme c'est eux qui ont gagné, on va les laisser faire. Mais quand l'élection, elle se fait dans des circonstances qu'au 2e tour de l'élection, on gagne face à l'extrême droite. Quand il y a une réforme qui, depuis 3 mois, voit 70% des Français s'y opposer. Quand il y a l'ensemble des organisations syndicales qui s'y opposent. Quand il y a des manifestations les plus puissantes dans ce pays depuis 30 ou 40 ans. Non, ça justifie le fait que le président de la République doit entendre ça et pas passer en force. Voilà ce que ça justifie. Et donc, ne vous étonnez pas ensuite que si vous avez un président de la République qui
dit circuler, il y a rien à voir, on va passer à autre chose. Les gens, ils utilisent les moyens à leur disposition pour exprimer leur colère. Et les moyens à leur disposition, c'est de regarder où vont les ministres et puis d'y aller et puis de dire si c'est comme ça, on va pas vous laisser continuer. Voilà comment ça se passe. Donc, si je comprends bien, moi je les soutiens et je les encourage. Voilà, je suis très clair. Moi, je les encourage, je leur dis continuez, lâchez rien, la bataille continue et au bout d'un moment ils vont être obligés de céder parce qu'ils vont plus pouvoir continuer comme ça. Voilà, c'est une bataille d'usure qui est engagée. Le président de la République a dit j'ai 100 jours, et en face il faut qu'ils s'attendent à 100 jours de mobilisation. Il y en a une qui s'est pas du tout écrasée hier, c'est la ministre de la Culture. Elle était à la cérémonie des Molières, c'est-à-dire les Césars du milieu du théâtre, et elle a été alpaguée sur scène par un certain nombre d'acteurs. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens ni des chiennes, nous ne rentrerons pas à la niche et vive les casserolades. Voilà l'échange. Madame la ministre, nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. Alors, à mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Inflation, facture d'énergie, j'ai débloqué des aides exceptionnelles, vous le savez, certains syndicats sont là. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. La ministre de la Culture qui a fini par être applaudie, Rima Abdul-Malak. Honnêtement, quand elle décrit des situations où les réunions sont jour après jour annulées par les syndicats, qui eux-mêmes ensuite vont être adoubés par les acteurs qui disent « oui, il faut continuer la lutte », elle a raison. Je vois pas de quoi elle a raison. Elle a décrit une situation de dialogue social. Je suis pas à l'intérieur de ces négociations, mais je crois que les personnes qui se sont exprimées sur la scène ont exprimé là aussi leur opposition à cette réforme des retraites. Quand elle répond que honnêtement les aides ont été là pour. Oui, mais c'est pas le sujet en fait de l'interpellation. Le sujet de l'interpellation, c'est cette réforme des retraites qui va impacter en particulier les acteurs culturels, parce que vous le savez comme moi, c'est souvent des gens qui ont un statut. Mais pas tout dans le même sac, attendez, c'est qui ont un statut d'intermittent du spectacle, qui fait qu'ils ont souvent des carrières discontinues et des carrières hachées, et donc pour qui le fait de passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans va agir en quelque sorte comme une double peine. C'était le sujet de l'interpellation. Elle répond à côté du sujet. Elle répond que pendant le Covid, il y a eu des aides pour la culture, mais très bien, mais c'est pas le sujet. Très largement accompagnés en France. Mais vous avez déjà vu on vous parle de la réforme des retraites, Apolline de Malherbe. Oui, vous entendez que les gens ils sont opposés. Non, vous parlez de la réforme des retraites, mais Emmanuel Bompard, vous dites la double peine, comme si c'était l'État qui voulait qu'ils soient dans une situation d'intervention. Non, leur situation particulière, l'État les soutient et les accompagne. Mais pas suffisamment. Il y a beaucoup de précaires dans la culture qui devraient être titularisés. Il y a un budget en matière de politique culturelle qui est trop faible. Si vous voulez, on peut parler de politique culturelle. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. Je vous ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, augmenter le budget de la culture pour que ça soit 1% du PIB. C'était un engagement que nous avions pris pendant la campagne présidentielle. J'aimerais qu'il soit suivi d'effet et que le président de la République le mette en œuvre. Mais là, en l'occurrence, le sujet de l'interpellation, c'était la réforme des retraites. Et donc, y compris sur la réforme des retraites, oui, les acteurs de la culture et les intermittents du spectacle en particulier vont être impactés par cette réforme. Et donc, c'est normal qu'ils puissent aussi exprimer leur opposition. Il y a les casseroles et il y a les coupures de courant. La CGT qui a coupé l'électricité sur les lieux de déplacement d'Emmanuel Macron, un collège, l'aéroport de Montpellier, mais également des sortes de dommages collatéraux, ce qui n'était pas la volonté visiblement de la CGT, mais ce qui a été aussi la réalité. Je voudrais que vous écoutiez les propos de Sophie Binet hier matin à ce même micro, mais également ceux de la CGT Énergie juste après. La coupure d'électricité de la clinique, c'est pas du tout la CGT. Nous, quand on fait des actions, d'abord, on les organise de façon ciblée. Donc, la clinique n'a rien à voir avec Emmanuel Macron et on coupe jamais l'électricité dans des établissements de santé. Oui, il y a eu à certains endroits des bâtiments de santé qui ont eu des coupures, mais il faut quand même pas oublier que c'est souvent des coupures qui sont très très courtes. Ça se compte en secondes. Est-ce que s'opposer politiquement,
ça veut dire aussi aller jusqu'à prendre des risques. Non mais Apolline de Malherbe, faites pas l'enquête avant qu'elle ait eu lieu, puisque manifestement il y a une enquête qui a été ouverte. Vous avez la responsabilité. Non, il l'a revendiqué. Il s'agit de Fabrice Coudour qui revendique. Écoutez, la dernière fois qu'on nous a fait ce coup, on s'est rendu compte, en tout cas c'est ce que disaient les organisations syndicales, que ça avait été une erreur de remise en route du courant de la part des opérateurs qui avait impacté un établissement hospitalier et pas du tout l'organisation syndicale qui avait mis en place cette coupure. Je ne sais pas, je ne connais pas les circonstances de cette situation. Un responsable CGT qui lui-même reconnaît. Non, il n'a pas reconnu. Il a dit que ça pouvait arriver que dans certains cas de figure, si j'en crois l'extrait que vous venez de démontrer, il puisse y avoir. D'accord, très bien. Mais j'entends aussi Sophie Binet qui dit que c'est pas le cas. Donc moi, je ne sais pas qui croire, je n'en sais rien. Mais vous constatez bien qu'il y a des risques. Non, mais attendez, ce qui me paraît certain et évident, c'est que aucune organisation syndicale, aucun salarié, quand il se livre à ce type d'action, n'a l'intention de faire en sorte que ça puisse impacter. C'est évidemment pas la cible. Eh ben non, il faut pas qu'il y ait de risque et il faut cibler ces initiatives pour que elles impactent bien évidemment pas des établissements de santé, parce que bien évidemment personne n'est favorable à ça. Voilà. Mais là, en l'occurrence, je ne sais pas le cas de figure, puisque manifestement il y a une enquête qui va être ouverte. Écoutez, franchement, je sais qu'à chaque fois qu'il va y avoir des initiatives, moi je vous ai fait un certain nombre de propositions. Je peux les refaire ici si vous voulez. Il y a une première solution très simple, c'est de dire: écoutez, d'accord, je n'applique pas cette loi. Ça a déjà été fait. La loi sur le contrat première embauche avait été promulguée par le président de la République, Jacques Chirac, et n'avait pas été appliquée. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'il veut permettre qu'on revienne à une situation la plus normale possible, peut dire voilà, bon, je l'applique pas parce que manifestement il n'y a pas de consentement à cette loi dans ce pays. S'ils préfèrent le traiter de manière démocratique, qu'ils soumettent le texte à un référendum, il peut en prendre l'initiative. Dans son interview au Parisien, il dit: on fera un référendum, mais pas maintenant, demain. S'il est d'accord demain, pourquoi pas tout de suite? Bon, donc ça c'est une deuxième solution. Il répond aussi d'ailleurs qu'il demande à ses ministres d'aller sur le terrain. D'abord, il dit que lui, il continuera à y aller. Oui, d'ailleurs, mais aujourd'hui, ça va continuer. Et il dit à ses ministres de continuer à y aller. Au moins, ils se défaussent pas. Mais le problème, c'est pas qu'il aille sur le terrain, qu'il aille pas sur le terrain, c'est pas le sujet. La question, c'est pourquoi faire, pour dire quoi, et comment on sort de cette situation. S'il le fait pas, au bout d'un moment, c'est sa propre personne qui va commencer à être mise en cause. Jean-Luc Mélenchon a dit la phase de destitution a commencé. La phase dégagiste, je crois qu'il a utilisé, ou destituante sans doute comme terme. Clairement, au fur et à mesure que le président de la République s'entête, ce qui était initialement une crise liée à une réforme, celle des retraites, a pris une proportion beaucoup plus importante et ça devient une crise démocratique. Je reprends les termes de Laurent Berger, voire peut-être même une crise de régime. Et la question de la Ve République aujourd'hui est mise en accusation, puisque les gens se disent: mais comment ça se fait que les institutions permettent à un homme seul de décider contre quasiment le pays tout entier? Et vous appelez à la 6e République. Et donc la question qui est posée, c'est comment on a des institutions qui permettent d'avoir davantage de pouvoir citoyen. Et sur ce sujet aussi, le président de la République s'entête.